Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne, mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. À présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. Empire plurimillénaire, la Perse a donné l'Iran actuel. Un pays dont les frontières ont beaucoup varié, mais qui aujourd'hui est grand comme 2,5 fois la France, pour 80 millions d'habitants. Un pays qui est aussi d'une grande variété, entre les chaînes de montagnes du nord et les déserts qui s'étendent jusqu'au golfe Persique, au sud. Tabriz, merveilleuse porte d'entrée sur l'Iran. À plus de 1300 mètres d'altitude dans le piémont de la chaîne Ain Ali, c'est une ville intense, qui fourmille de vie. Elle compte plus de 2 millions d'habitants. Pendant plusieurs siècles, on surnomma Tabriz la capitale de l'Orient. Tant cette cité caravanière rivalisait d'opulence avec Sian et Constantinople. L'essence de Tabriz, c'est le commerce. Son époustouflant bazar couvert est bien le poumon économique de toute la ville. J'ai parcouru des souks et des bazars dans ma vie, mais très franchement, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse y en avoir un d'une telle démesure. C'est comme un labyrinthe, où on pourrait se perdre une journée entière. Pourquoi un bazar aussi gigantesque? D'abord, bien sûr, parce que Tabriz est le centre névralgique de la route de la soie en Iran. Donc c'est ici que convergent pendant des siècles toutes les marchandises. Mais il y a une deuxième raison, plus climatique. Là où la plupart des bazars couverts cherchent à se protéger du soleil au Moyen-Orient, ici, l'hiver, il fait extrêmement froid et il faut aussi se protéger du froid. Moins 10, moins 20 degrés pendant des semaines. Immense, le bazar comprend 36 km d'allées étroites et bondées, de voûtes splendides et de caravansérails. Certaines parties datent du Xe siècle et il s'étend sur 27 hectares. L'explorer, c'est un peu comme de visiter un musée en plein air qui exposerait un peu de tout, du plus kitsch au plus magnifique, dans un chatoiement de couleurs, de sons, d'odeurs et surtout de joie de vivre. C'est la route de la soie, tout est made in China là. Pour un pays où les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux. Ah, salam alaikum. Zinzibar? Zinzibar? Ah oui, ça c'est du gingembre. Hein. Torchin? Torchin. Ah ouais. Ça c'est de la cannelle. Et le terme persan, torchin, veut dire bien écorce de Chine. Et effectivement, historiquement, ça venait de Chine. Et le gingembre et la cannelle. Tout le monde connaît la notion de route de la soie, une jolie formule inventée au XIXe siècle par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen. Mais le terme de route des épices lui a toujours fait une rude concurrence. Et pour cause. Les épices venues d'Asie du Sud sont certainement l'un des produits que les marchands ont le plus transporté au fil du temps, dans leurs caravanes. C'est un truc qui m'a toujours intrigué dans tous les bazars du monde. C'est qu'en Europe, on ne se met pas à côté de son concurrent. Et dans les bazars orientaux, eh ben, vous allez dans une ruelle et il y a 8 vendeurs de samovars les uns à côté des autres. Ah, on passe dans la porcelaine. Porcelaine, 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 porcelaine. Ça peut paraître un peu cliché, mais ici, à part une ou deux ampoules, on a l'impression que vraiment rien n'a changé depuis Marco Polo. Et cette impression est encore renforcée par le fait qu'on croise pratiquement pas un touriste. J'ai croisé peut-être 5 occidentaux dans toute la journée. Chaque secteur du bazar est très spécialisé. Ici, nous sommes dans le caravansérail des tapis de soie de Tabriz. Ces tapis sont mondialement réputés comme parmi les plus fins et les plus raffinés. La halle qui leur est dédiée est donc l'une des plus belles du bazar, et le docteur Faribouz Esmaili, architecte des monuments historiques iraniens, en est particulièrement fier.
Donc, docteur Ismaël, vous êtes en charge de la restauration de ce bazar. Vous pouvez nous expliquer un peu son histoire, pourquoi il est aussi grand? Ce bazar a été mentionné à diverses périodes de l'histoire et dans les récits de voyage de nombreux voyageurs. L'un des plus grands voyageurs qui mentionne ce bazar dans ses récits est Marco Polo. Il parle du bazar de Tabriz, de la multitude des marchandises et des merveilleux espaces qu'on peut y voir. Du fait d'avoir été la capitale de l'empire de cette époque, Tabriz était le centre de la route de la soie en Iran. Pas l'Iran actuel, mais l'Iran ancien, qui était un immense empire et qui comprenait des pays tels que la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, une partie de la Turquie. Et l'on peut dire que Tabriz était le centre des échanges commerciaux entre ces pays. Beaucoup de voyageurs qui sont passés par ce bazar mettaient en garde les gens de ne pas se perdre dans ce labyrinthe. Car si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous perdre. C'est vraiment immense. Alors vous parlez de labyrinthe, mais par exemple à Paris, enfin dans les grands magasins, les gens du marketing créent des labyrinthes artificiels exprès pour que les gens se perdent et que les acheteurs ou les acheteuses achètent des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Est-ce que vous pensez qu'ici, dans Tabriz, les gens au Moyen-Âge avaient déjà pensé à ça ou est-ce que c'est une coïncidence? C'est bien probable, venant de la part des gens malins de Tabriz. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans les bazars par rapport au commerce à l'occidental, c'est qu'ici, vous avez toujours les boutiques côte à côte. Les concurrents sont les uns à côté des autres. Là, j'étais dans une allée, il y avait 10 types qui vendaient des samovars les uns à côté des autres. Ici, dans cette halle, ils vendent tous des tapis. Alors, comment ça se fait qu'on se mette à côté de son concurrent? Je suis complètement d'accord avec vous. L'une des caractéristiques des bazars iraniens, et ce depuis 1000 ans, c'est que les Iraniens avaient compris qu'il faut vendre les mêmes marchandises dans un même endroit et créer des corporations. Il y a les corporations qui entrent en jeu, mais il y a aussi certainement le concept clé de ta'aruf, l'étiquette. Cette légendaire politesse des Iraniens qui veut qu'un commerçant n'aille jamais courtiser le client qui s'arrête devant les shops du voisin. Et par ailleurs, au sein d'une corporation, les principaux vendeurs se mettent d'accord sur les prix pour ne pas casser le marché. Un système un peu opaque, mais qui fonctionne depuis des siècles. Et la plupart des marchands que vous voyez ici sont propriétaires de leur boutique dans le bazar depuis des années. Ils ont hérité de leur père et grand-père la boutique où ils travaillent. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchands se soucient tant du bazar. Et ils nous aident dans les travaux de restauration depuis des années. Vous-même, de quoi êtes-vous particulièrement fier comme réhabilitation dans ce bazar? Quelles sont les grandes œuvres sur lesquelles vous avez travaillé? Votre question me touche beaucoup. Je pense que le simple fait d'habiter et de travailler ici est un grand privilège. Et cet espace me rend toujours très fier. Mais ce que nous avons pu apporter à ce bazar, moi, mes amis et les personnes qui travaillent avec moi, eh bien, ce n'est rien comparé à ce bazar. Il y a 3 ans de cela, nous avons été récompensés par un des plus grands prix professionnels pour la restauration du bazar de Tabriz. Ce qui montre que les personnes qui travaillent ici pour la restauration sont professionnelles et dignes de ce lieu. J'ai remarqué que vous buviez votre thé d'une façon assez spéciale avec le morceau de sucre. Vous pouvez me montrer comment vous faites? Bien sûr. Alors, je prends un petit morceau, trempe, je fais un canard. Je regarde là, devant. Hein? Donc on sucre pas le thé, on sucre la bouche et on met le thé à l'intérieur. Khayli mamnoun, docteur. Khayli mamnoun.
Marco Polo appelle la ville Tauris. Il écrit que les hommes y vivent de commerce et de métiers, dont la plupart concernent le vêtement. On fabrique main draps d'or et de soie, très jolis et de très grande valeur. Toutes les richesses de Tabriz ont souvent attiré les pillards à travers les siècles. Après avoir largement détruit la ville, les hordes mongoles ont régné sur Tabriz à partir de 1229. Cette monumentale citadelle, un ancien mausolée remanié en bâtiment défensif, est un des grands vestiges de la dynastie des Ilkhanides, les rois qui descendent de Gengis Khan. Ces murs mesurent 10 mètres d'épaisseur. Ça donne une idée de la taille de la mosquée devenue citadelle qu'ont construit les Ilkhanides, les descendants de Gengis Khan qui régnèrent sur la Perse. Mais pour autant, l'immense citadelle qu'ils avaient construite n'a pas empêché Tabriz d'être prise et reprise au cours de l'histoire, jusqu'aux Russes, qui ont envahi la ville au début du XIXe siècle, puis ensuite imposé à la Perse un traité qui l'a dépecé de plusieurs de ses provinces du nord, dont la Géorgie et l'Arménie. On peut d'ailleurs clairement encore voir les impacts de boulets de canon laissés par les attaques russes de 1826 et 1911. Mais il en aurait fallu plus pour abattre cette place forte, haute de près de 50 mètres. Tabriz est par excellence une ville multiethnique. Marco Polo le note dans son récit. Arméniens, Nestoriens, Géorgiens, Persans, les gens qui adorent Mahomet, tels sont les peuples communs dans la cité qui sont nommés Taurisiens. La majorité des habitants sont aujourd'hui de culture azérie, parlant une variante de la langue turque. Mais en flânant au gré des rues, on devine 1000 petits signes de la richesse du brassage des cultures, qui a tant contribué à l'éclat de la Perse impériale. On trouve notamment à Tabriz une culture arménienne, qui demeure bien vivace. J'ai voulu savoir ce qui restait de cette communauté après 36 ans de République islamique. Je me suis donc rendu au cœur du quartier arménien, aux abords de l'église Sainte-Marie. Comment allez-vous? Ça va bien? Kinesia? Historiquement, les Arméniens étaient de grands organisateurs de caravanes, très actifs sur la route de la soie, où ils étaient souvent en charge de la sécurité. Dans le devisement du monde, Marco Polo évoque les fameuses églises arméniennes des environs de Tabriz, dont la célèbre Saint-Jean. Mais il n'en reste plus rien à cause des tremblements de terre. Par contre, il en reste une poignée, dont Sainte-Marie, qui date du XVIIIe siècle. Plusieurs milliers de familles arméniennes vivent encore à Tabriz. Presque toutes sont investies dans le commerce de détail. La ville compte 6 églises encore actives. C'est Tabriz qui représente aujourd'hui la communauté chrétienne la plus orientale, le long de l'ancien chemin des caravanes. J'ai voulu demander aux Arméniens de Tabriz comment vivent les minorités religieuses dans l'Iran d'aujourd'hui. Représentant de sa communauté, archéologue et gérant d'une boutique de jouets pour enfants, Karen Sarkissian a tenu à m'accueillir avec Narine Sayadian, une institutrice. Pourquoi est-ce que Marco Polo parle tellement des Arméniens? C'est quoi le rôle finalement des Arméniens dans la route de la soie historiquement? À cette époque, les Arméniens s'occupaient généralement du commerce et étaient pour la plupart des marchands et voyageaient beaucoup en Europe, surtout au XIIIe, XIVe et XVe siècle. À partir du XVIe siècle, Abbas Shah Safavid fit migrer plus de 300 000 Arméniens d'Arménie à Ispahan, ce qui fait que le nombre d'Arméniens subit une hausse soudaine en Iran au début du XVIIe siècle. Certains de ces Arméniens restèrent au Jolfa. Les autres partirent vivre à Shiraz, à Abadan, à Téhéran, à Tabriz. Durant les 4 siècles qui suivirent, leur migration en Iran continua de croître. C'est pour cela qu'ils devinrent de plus en plus nombreux. Et évidemment, cette croissance influa sur l'entreprise,
l'industrie et l'art de la région, car c'étaient des artisans. C'était des artistes. Et on peut dire que les Arméniens de l'Iran furent des pionniers de l'industrie dans beaucoup de disciplines, comme le théâtre, la peinture, l'industrie cinématographique. Et de nos jours, dans le pays entier, quand il est question des Arméniens, on fait surtout référence à leur art et savoir-faire, qui sont appréciés de tous. Aujourd'hui, de nouveau, il y a un pays arménien, enfin l'Arménie. Est-ce que c'est tentant d'aller y vivre ou est-ce que vous avez des vraies raisons, une envie de rester dans la diaspora, par exemple en Iran? Je vais poser la question à Nariné pour changer, puisque c'est la jeune génération. Je suis née en Iran. Mes ancêtres ont leurs racines en Iran. Cela veut dire que mon père, mes grands-pères sont nés ici, ainsi que moi-même, et nos racines sont ici. C'est vrai que l'Arménie est le pays de nos ancêtres, et sincèrement, je l'aime de tout cœur. Mais comme nous pouvons exercer librement toutes nos pratiques religieuses et globalement toutes nos activités, c'est-à-dire que ce droit nous a été donné en Iran, nous pouvons profiter de tous ces avantages. Nous avons notre propre établissement et notre salle de sport. Bref, nous ne ressentons aucun dépaysement ici en Iran, à Tabriz. Vous parlez de liberté religieuse, de tolérance qui existe ici en Iran. Mais comment est-ce que vous, professeur, vous expliquez aux petites filles dans votre classe qu'elles doivent porter un voile alors que c'est une école arménienne, donc c'est des petites filles arméniennes? Si elles étaient en Arménie, mais même en Irak ou en Syrie, elles ne porteraient pas de voile aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? En ce qui concerne notre code vestimentaire, je dois dire qu'en tant que femme iranienne, l'une des lois de la République islamique est le hijab et le port du voile, que les filles doivent respecter dès l'âge de 10 ans. Nous, comme nous avons toujours vécu ici et que nous avons grandi avec ces mœurs et coutumes, le port du voile nous est devenu complètement normal. Nous sommes habitués à porter le voile une fois sortis de la maison, que ce soit à l'extérieur, à l'école ou à l'université. Mais dans nos propres établissements, dans nos salles à nous, nous sommes libres et il n'y a aucune obligation à se couvrir les cheveux ou à porter des manteaux. Dans ces lieux, nous sommes complètement libres. Nous pouvons nous promener librement, lâcher nos cheveux, nous maquiller. Les relations entre filles et garçons sont permises. Faire des jeux, jouer au basketball, au tennis de table. On peut se poser ensemble dans le café, y discuter, tout ça librement. Mais hors de nos secteurs, nous devons respecter la loi islamique. C'est dans cet Arménistan de Tabriz qu'habita pendant de longs mois d'hiver l'écrivain Nicolas Bouvier, au début des années 50. L'usage du monde, son récit de voyage sur la route de la soie, est devenu un livre culte. Au fil des siècles, Tabriz a plusieurs fois été choisi comme capitale de l'Empire perse, ou du moins capitale des dynasties locales, dont celle des Kara-Koyunlu, des Turkmènes timourides, les descendants de Tamerlan. La dynastie a notamment construit la fameuse mosquée bleue de Tabriz, au milieu du XVe siècle. Peut-être ont-ils voulu bâtir ce chef-d'œuvre d'architecture et de raffinement pour faire oublier les terribles destructions de leur ancêtre, Tamerlan, le redoutable conquérant de l'Asie qui mit le continent à feu et à sang. Cette mosquée bleue est célèbre dans tout l'Orient pour ses mosaïques. Elle annonce les merveilles de l'architecture persane, celle de l'islam chiite. Minoritaires, les chiites représentent environ 10% des 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Contrairement aux sunnites, les chiites ont un clergé structuré. Ils vouent un culte particulier à Ali, le gendre du prophète Mahomet. Contrôler un tronçon de la route de la soie, c'était se garantir d'immenses richesses en taxes et en impôts. Mais encore fallait-il pouvoir assurer la sécurité du passage des marchands. D'où la création des caravansérails,
littéralement palais des caravanes en langue persane. Je tape quand même dans les mains pour les serpents parce que comme c'est très verdoyant, c'est le genre d'endroit où les serpents peuvent se nicher avec l'eau et tout ça. Et sinon c'est sublime. C'est ça qui est très frappant avec l'Iran. C'est le côté complètement inattendu. On est au milieu d'un paysage complètement aride et on tombe sur une petite vallée. Il y a le système des kanats, des irrigations, qui crée cette espèce de petite oasis de verdure où il y a des champs. Et en bordure des champs, voilà, il y a des énormes buissons de roses sauvages. Elles n'ont pas tellement l'air de roses, on n'est pas habitué à les voir comme ça. Mais il y a une odeur de rose extraordinaire. Les kanats, ou canaux d'irrigation inventés par les Perses il y a 3000 ans, sont soigneusement entretenus. Car la ressource la plus précieuse de cette contrée, c'est l'eau. L'existence est rude dans ces petits villages écartés de tout. Il n'y a plus qu'un seul fermier qui habite ici à l'année. Ce vieux paysan turkmène avec sa faucille est le dernier gardien des traditions. Jamalabad est un exemple caractéristique des anciens caravansérails. L'histoire de ces palais du commerce remonte à la dynastie des Achéménides, qui régna sur tout ce pan de l'Asie il y a 23 siècles, avant qu'Alexandre le Grand ne vainque Darius, le roi des rois de l'Empire perse. L'historien grec Hérodote raconte que les empereurs achéménides construisirent 111 caravansérails, le long des 2500 km de pistes caravanières, sur ce qui allait devenir la route de la soie. Comme d'habitude, on retrouve ce plan traditionnel du caravansérail, donc une vaste cour encadrée par 3 murs aveugles et une très grande entrée d'un côté, avec au centre une citerne. Alors là, il y a la vieille citerne à gauche, et puis il y a la citerne moderne à droite. Et tout autour des alcôves. Dans chacune des alcôves, le logement d'un marchand et derrière des écuries pour les chevaux ou les chameaux. On est frappé par l'équilibre sobre des lignes dans un bâtiment aussi fonctionnel, mais aussi par la fraîcheur qui règne à l'intérieur. C'est un peu comme si les idéaux de la théorie de Platon se réalisaient. Le beau, le bon et le bien se combinent harmonieusement. Perdue dans la steppe, la bourgade de Soltaniye a été choisie comme capitale par les conquérants mongols. Pour une raison qui peut surprendre, la qualité de son herbe. Il faut comprendre que ces nomades comptaient avant tout sur leur cavalerie et qu'il leur fallait de bons pâturages pour nourrir leurs milliers de chevaux. C'est le khan des Mongols Oljaitu qui lança la construction de ce mausolée en 1302. Il comptait y recueillir les restes d'Ali, le gendre du prophète Mahomet et la figure la plus sainte de l'islam chiite. Par sa taille et sa décoration, le monument devait être unique en son temps. Mais les cendres d'Ali ne vinrent jamais à Soltaniye et restèrent en Irak, à Nadjaf, où elles sont encore. Alors Oljaitu décida de faire de la construction son propre tombeau. C'est l'un des plus vieux dômes à double coque au monde, avec le Duomo de Florence et la mosquée bleue d'Istanbul. Ce mausolée, d'une audace incroyable, est considéré comme l'ancêtre architectural du Taj Mahal. Les artisans qui ont construit ce mausolée avaient 2 techniques de mosaïque. L'une qu'on voit ici consiste un peu comme dans le découpage des vitraux, à couper dans la masse des formes qu'ensuite on colle pour créer le motif. Et l'autre, qu'on voit là-haut pour aller plus vite, consiste à peindre directement sur la céramique. Si les cendres d'Ali y avaient été déposées, nul doute qu'une immense cité occuperait aujourd'hui les champs et les prés autour de Soltaniye. Au lieu de ça, la ville a fini par être un peu oubliée.
Petite bourgade endormie le long de la route de la soie, elle a finalement eu la fierté, en 2005, de voir son mausolée classé au patrimoine mondial de l'humanité.